BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce long week-end du 1er mai. Peut-être avez-vous fait le pont, peut-être en avez-vous profité, en tout cas je le souhaite. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end, vous le savez. En priorité et en exclu dès le vendredi à midi sur YouTube, mais aussi la version audio qui vous attend en podcast avec le petit module bonus. Et puis le week-end, bien sûr, comme d'habitude, en audio et en vidéo à la radio, à la télé sur BFM Business. Avec pour ce De quoi je me mêle, eh bien vous savez quoi, 52 minutes de débrief de l'actu tech de cette semaine avec nos deux spécialistes que nous ne voyons pas trop souvent. Et ça fait plaisir de les retrouver. Je vous les présente tout de suite. Le hashtag DQJMM si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Bienvenue, c'est parti pour De quoi je me mêle. Alors d'un côté, Damien Alicata Caruso, qu'on voit de temps en temps. Oui. Voilà, ça va mon Damien ? Un plaisir de venir chez vous. Mais bien sûr, journaliste au Parisien, voilà, spécialisé dans la tech. Toujours très intéressant ce qu'écrit Damien. Franchement, on n'est pas déçus. On en a pour son argent. C'est gentil. Comme on dit. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis Nicolas Lelouch est là. Salut Nico. Salut François, salut Damien. Et avec Nico, on se disait que ça faisait longtemps. Ça fait beaucoup trop longtemps. Même. Beaucoup trop longtemps. On s'est vu depuis le CES. Ouais, je pense que la dernière fois, période la plus longue. Ouais, c'était en janvier dernier au CES de Las Vegas. Ouais. Ben voilà, je suis de retour et j'en suis ravi. Et bien voilà, Nicolas Lelouch que vous pouvez lire dans Numérama. Voilà, excellent site d'ActuTech aussi. Bon, écoutez, alors l'actu est assez intéressante. On a pas mal de choses. On va parler de Google dans quelques instants, de ChatGPT, des opérateurs télécoms aussi qui se mènent en ce moment une bataille incroyable, notamment sur la fibre. Ouais. Et c'est plutôt cool parce que nous, consommateurs, on est plutôt gagnants dans tout ça. On parlera aussi d'un nouvel opérateur télécom qui arrive et c'est un banquier. Ça aussi, c'est plutôt cool. Bref, il y a pas mal de sujets sympas, mais pour débuter, on va s'attaquer à Meta. Meta qui a mis à jour, enfin, j'ai envie de dire, son IA, qui notamment donnait, on va dire, la quintessence de ce qu'elle pouvait donner par ses lunettes connectées, les Ray-Ban Meta. Et cette mise à jour permet, messieurs, d'avoir de nouvelles fonctionnalités qui sont plutôt cool, Nico. Alors, si on avait la chance d'avoir pu tester ces lunettes aux États-Unis, si on avait bidouillé, on pouvait malgré tout avoir ces fonctionnalités, mais c'était complexe. Là maintenant, ça y est, tout le monde peut les avoir, et notamment nous, Français. Tout à fait. En fait, je pense qu'une des erreurs de Meta est d'avoir tenté de bloquer ces fonctionnalités d'IA en Europe pour protester contre la régulation européenne. Le problème, c'est que les autres, en l'occurrence OpenAI, Google, n'ont pas attendu et sont devenus les géants de l'IA en Europe. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en France qui n'ont aucune idée que Meta est un géant de l'intelligence artificielle et qui développe les meilleurs modèles du marché, en tout cas parmi les meilleurs modèles du marché. Donc depuis quelques semaines, on note une accélération de Meta sur l'IA. Il y a eu le lancement de Meta AI dans Facebook, Instagram, WhatsApp. Si vous utilisez les applications, vous avez très certainement vu apparaître un nouveau logo qui vous incite à parler avec un agent conversationnel. Vous testez ça ? Vous en servez de ce truc-là ou pas ? Pas tellement. Au début, il y avait un petit effet de surprise, donc c'était sympa. Alors moi aussi, je m'en suis servi une fois. Le problème, c'est qu'on n'a plus le choix. En fait, on peut même pas l'enlever. C'est la contrainte. C'est imposé et sincèrement, c'est pas forcément la raison pour laquelle tu vas ouvrir Messenger ou Facebook. Mais justement, ils ont pensé à ça. On va en parler dans un instant. Et sur les lunettes, Damien, tu les as en plateau. Il y avait pas mal de fonctions qui étaient dispo que aux États-Unis, qui permettaient, par exemple, moi je trouve ça assez génial. J'ai utilisé avec un VPN, on peut un peu tricher pour mettre les lunettes en version américaine. Tu peux, par exemple, devant un monument, voilà, très bête, tu es devant la Tour Eiffel, tu dis regarde ça et dis-moi ce que c'est, et ça va dire c'est la Tour Eiffel, tu veux dire ça a été fait en quelle année, et ça va t'expliquer l'histoire de la Tour Eiffel. Et je trouve que c'est vraiment bien, ça marche aussi avec les menus des restaurants dans une langue étrangère par exemple, ça peut te le traduire, un panneau dans la rue, ça peut te le traduire. Ça marche aussi pour du shopping par exemple, je sais pas moi, tu pointes avec tes lunettes un pantalon ou une chemise, une paire de chaussures, un truc comme ça. Ça peut, il suffit que la base de données contienne l'information. Le problème c'est que comme le fait Google en fait. Comme le fait Google, comme avec le fait ChatGPT très bien, ChatGPT le fait vraiment très bien. Le vrai problème de Meta, selon moi, c'est que les modèles parfois ne sont pas très à jour, notamment sur l'actualité, sur le sport. Ça va complètement halluciner. On lui demande de prédire le match PSG-Arsenal. Il dit que Kylian Mbappé va marquer. Donc ils ont encore du mal là-dessus. Mais toutes ces fonctions qui étaient jusque-là bloquées,
arrive en France. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que Meta peut réussir à s'imposer comme un géant de l'IA en Europe? Est-ce que les Européens ont envie de faire confiance à Meta pour ces données précieuses? Ouais. Et puis ça va sans doute accélérer encore une fois le succès des Ray-Ban Meta, hein, Damien, qui se sont vendus ces derniers mois comme des petits pains. Tout le monde a été tous les modèles et tout. À l'origine déjà parce que ce sont des lunettes de soleil. Donc là, on arrive sur une période évidemment où les ventes vont s'accélérer. On a la joie d'avoir un peu de soleil en ce moment. Et c'est des Ray-Ban. C'est un modèle déjà de base. Et en plus, il y a des fonctionnalités qui sont supplémentaires et qui apportent une vraie différence. Pour le coup, on s'imagine très bien, je suis touriste, je pars à l'étranger, j'ai quelques petits problèmes de traduction. On va pouvoir compter dessus cet été et c'est quand même très important. Parce qu'on arrive enfin à faire rentrer l'IA dans la vie des gens. Pas d'une manière détournée, pas avec un produit super high-tech, juste avec une paire de lunettes. Et je pense que c'est le meilleur moyen de rentrer dans l'IA. Et avec des usages concrets qui peuvent servir. La traduction, poser quelques questions de temps à autre. Bon après, j'ai encore fait le test en venant, on peut lui demander la météo, mais dans la version française pour l'instant, ça va quand même pas très loin. Alors qu'en anglais c'est très bien, hein. C'est assez fou la différence sur la traduction, sur les méta. Pourquoi la météo française n'est pas bonne, c'est ça? Ça va, mais on peut pas lui demander quelque chose de plus élaboré que la météo finalement. On peut pas lui demander. Alors qu'aux US, c'est le modèle de langage qui est assez bridé. Là où tu as un vrai ChatGPT-like sur la version anglaise qui peut répondre à tout, là il est encore donc en fait ils n'ont pas tout libéré en fait. Non, petit à petit. Question de RGPD, question aussi de législation européenne. Je peux pas par exemple activer la reconnaissance visuelle. Tout à l'heure je lui ai demandé essaie de me traduire ça. Il m'a dit non, je ne suis qu'un assistant vocal, je ne peux pas traduire ce que je vois. Donc c'est encore bridé à ce niveau-là. Et puis si par exemple je pointe, je te regarde avec les lunettes et je dis est-ce que tu peux me dire qui c'est? Est-ce qu'il va te reconnaître par exemple? Ça sera la dernière étape. Il refuse des analyses sur les personnes, y compris tu peux tenter. Moi j'ai essayé un peu de dire oui, mais dis-moi, est-ce que tu trouves que cette personne est belle? Et il dit non, je commande pas les personnes, ma politique m'interdit. Donc c'est vraiment un sujet sensible. Oui, c'est un sujet très sensible. Les humains, on peut réussir à lui faire analyser le style vestimentaire de quelqu'un, mais ça va s'arrêter là. Mais bon, en tout cas, le produit évolue. Enfin, faut pas oublier que ça va avoir 2 ans bientôt, les Meta Ray-Ban. Ça a été lancé comme des appareils photo et des écouteurs intégrés à des lunettes. Et finalement, ça devient leur plateforme principale pour l'intelligence artificielle. Et comme tu le dis, c'est malin. Hein, je trouve que c'est le meilleur produit. On a vu les gadgets, il y a le petit rabbit là dans la main, le Human AI Pin qui a tenu 3 mois avant de faire faillite. Tous ces objets soi-disant censés révolutionner notre quotidien, qui ne sont pas du tout pratiques. Et là, on a quelque chose qui se porte sur la tête, qui est logique. Format, bien sûr. Moi, je trouve que c'est très bien. Je ne serais pas étonné que Apple, Samsung, Google, d'ici 1 an, on ait des lunettes à peu près partout. D'ailleurs, c'est la petite rumeur du moment. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais voilà, il y a la rumeur des prochaines lunettes connectées d'Apple revient sur le tapis. Ouais, ça paraît inévitable. Voilà, tu ne peux pas ne pas le faire. Ouais. C'est la même chose, Samsung et Google travaillent sur des produits. Et j'ai même entendu dire que Tim Cook, c'était son obsession. En fait, actuellement, que vraiment, il était focusé sur les lunettes connectées. Ouais. C'est pas le seul. Hein. On voit que là, tout le monde se prépare là en arrière-boutique. En fait, il y a vraiment, jusqu'à maintenant, il y a eu un focus dans la Silicon Valley sur les lunettes de réalité augmentée, donc avec un écran dans la visière qui permettrait d'avoir son téléphone sans avoir son téléphone dans la main. Et là où les Meta Ray-Ban ont changé quelque chose, c'est qu'elles remettent au milieu du marché des lunettes déconnectées. Alors non pas déconnectées, mais des lunettes sans écran en tout cas. Donc là où Apple, jusqu'à maintenant, disait nous, s'il faut attendre 2030, 2035 pour avoir les meilleures lunettes de réalité augmentée, on attendra. Maintenant, Apple se dit entre-temps, on va peut-être lancer des AirPods Glasses ou quelque chose qui intégrerait des AirPods dans des lunettes avec de la reconnaissance d'image et avec la possibilité d'aller attaquer un marché différent. Sans affichage encore. Non, parce que c'est pas prêt. En fait. Non, ça coûterait trop cher aussi. On peut pas proposer un modèle comme celui-là à 400 € en intégrant une technologie déjà qui n'existe pas, parce qu'il y a un problème de finesse des verres pour pouvoir ensuite retransmettre dessus. Pour l'instant, la technologie n'existe pas. On en a vu quelques prototypes au CES, mais on est encore limité dans l'usage. C'est très limité. Mais imagine Damien, demain, Vision OS, qui est taillé pour ça, en fait. Arrive sur les lunettes en surimpression, ça serait incroyable. Et Android XR, c'est la même chose. C'est à la fois pour les casques et pour les lunettes. Il y a toujours un problème de poids, d'autonomie. Il y a plein de problèmes il y a des contraintes qu'on n'arriverait pas forcément à résoudre d'ici peut-être 2 à 3 ans. Je pense que c'est pas de suite, mais en tout cas, moi j'ai envie d'avoir des lunettes. D'ailleurs, c'est mes lunettes principales au quotidien, les Meta Ray-Ban. Je suis en scooter dans Paris et je peux vous dire que j'ai toujours ces lunettes, aussi bien pour. Tu t'en sers plus que du Vision Pro.
Oui, beaucoup plus que le Vision Pro. Oui, non, c'est un produit. Le Vision Pro, là, génial. il est dans le tiroir. Non, je l'utilise pour regarder les séries. Genre, vraiment, des fois, j'ai des moments, quand je suis seul à la maison, j'ai des moments où je me dis, allez, ok, un petit épisode de White Lotus, c'est parti, et je me mets dans le lit avec le Vision Pro. Et là, c'est tout. Ouais. C'est tout. Ouais. Et c'est vraiment l'expérience intéressante de regarder une série ou un film en là, Vision pour le Pro. coup, c'est imbattable. En 4K, personne n'a de cinéma comme ça à la maison. À 4000 balles. C'est jouable. On parlait tout à l'heure de reconnaissance visuelle avec toutes ces caméras aujourd'hui qui arrivent à détecter leur environnement. Je ne sais pas si vous avez lu, mais j'arrive plus à retrouver la source de cet article. Mais en fait, aujourd'hui, ça va tellement loin que parfois même, vous prenez quelqu'un en photo dans un bar, eh bien l'IA arrive à retrouver dans quel bar c'est. Ouais. Parce qu'il va les matcher dans toutes les photos qu'il a pu retrouver sur le web. Et en fait, on ne soupçonne pas la puissance de la reconnaissance visuelle de l'IA qui arrive à retrouver des endroits simplement en analysant un cadre ou une banquette, quoi. Et ça, je trouve ça fascinant. Et c'est d'autant plus fascinant qu'avec ça a été beaucoup partagé ces derniers jours avec O3, le nouveau modèle d'OpenAI, qui est un modèle de réflexion, donc il détaille ce qu'il fait. Et donc quand on lui envoie une image d'un endroit, il se met à faire des calculs. On se croirait dans une série FBI où il va dire ok, alors là le soleil est en train de refléter sur une fenêtre, donc on peut imaginer qu'il est 13h, donc on est très certainement sur tel hémisphère, donc on peut déterminer que ce panneau appartient plutôt à un pays anglo-saxon, et à la fin il arrive donc selon nos estimations, on est dans telle ville. Incroyable. C'est assez fou en fait, et ça marche vraiment bien, et la manière dont il le détaille en zoomant sur l'image, parfois il fait des trucs drôles en mode ok, je vais tenter d'améliorer la qualité de l'image, donc du coup il sort une nouvelle image avec une meilleure qualité. Enfin, c'est assez lunaire et en même temps très 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 impressionnant. Ouais, et un peu vertigineux parce qu'on se dit on se rend pas compte de là. Ouais. C'est vrai. Bon, après c'est une question de probabilité aussi, donc c'est des mathématiques finalement liées. On se retrouve ça peut se tromper aussi. Mais après ça a souvent raison parce que pour le coup. Ça repose sur des probabilités très très fortes et à chaque fois c'est très facile de faire matcher un environnement avec quelqu'un qui a été tagué sur un réseau social et ainsi de suite. La base de données finalement est infinie. C'est ça. Puisqu'on parle de méta, une autre petite actu, c'est que, tout comme ChatGPT, l'intelligence artificielle de Meta a maintenant son appli qui est décorrélée en fait de tout ce qu'on expliquait tout à l'heure, WhatsApp, Insta, etc., etc. Tu as une appli avec laquelle tu peux discuter avec Meta AI. Oui, et ça poursuit ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est que finalement Meta voit qu'il a pris du retard sur ce secteur, c'est-à-dire que finalement les gens qui sont en train de changer leurs usages, quand ils ont une question, ils ouvrent ChatGPT, ils ouvrent Perplexity, ils ouvrent Gemini peut-être. Il fallait que Meta retrouve ce truc-là. Exactement, personne ne pense à Meta AI, et donc comme la stratégie Facebook à elle seule ne peut pas suffire, il lance une application Meta AI avec un assistant, avec un historique de ses conversations, et avec d'ailleurs une petite fonction originale qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant, c'est un réseau social de l'IA, c'est-à-dire que toutes les créations des gens avec l'IA, on peut les partager, donc on peut voir ce que les autres font avec Meta AI. Bon. Oui, ça permet en tout cas, ça leur permet de se positionner sur ce marché. Maintenant, après c'est gratuit. Là, c'est gratuit, et les modèles de Meta sont les modèles Llama et c'est les modèles open source. C'est-à-dire que Meta ne se positionne pas comme un géant propriétaire comme Google ou OpenAI. Leur but, c'est de créer des modèles pour tout le monde. Mais pour l'instant, certes, ça impressionne les milieux d'ingénieurs, de développeurs, mais le grand public n'a pas vraiment connaissance de tout ça. Donc, pour Meta, il y a quand même un risque. Je pense qu'il y a une grosse frustration en interne et qu'il doit y avoir pas mal de réunions sur mais pourquoi les gens ne parlent pas de nous, parce que malheureusement ils sont très forts, mais alors qu'ils investissent des dizaines de milliards par an. C'est ça ils étaient en avant, les modèles Llama, ils n'ont pas attendu ChatGPT pour apparaître. Non, c'est clair. Et pourtant on parle de ChatGPT, pas de Llama. On va faire un petit détour maintenant du côté de Google après avoir parlé de Meta, parce que Google, non, effectivement, ils sont pas loin, même s'ils sont de farouches concurrents sur pas mal de choses. Google donc qui et c'est une première annonce en fait de conférence. On va avoir la Google I.O. qui est le rendez-vous, alors qu'on connaît tous, qu'on suit Damien, Nico dans nos médias respectifs, qui est le rendez-vous des développeurs de Google, qui aura lieu bientôt. D'ailleurs, quelques jours plus tard, ce sera la WWDC d'Apple. Donc ça, on le sait. Mais ce qui est intéressant, c'est que Google va créer un autre événement, une autre communication sur l'univers Android. Tout à fait.
Tout à fait, c'est la première fois que ça arrive. Ce qui est à prendre en compte, c'est que ça fait quelques années qu'on a l'impression qu'Android intéresse un peu moins Google. En vrai, depuis Android 12, qui était la grosse mise à jour avec un nouveau design, les mises à jour n'apportent quasiment rien. C'est-à-dire que là où tu as un iOS tous les ans qui a 90 nouveautés, Android va te dire nous, on améliore une API pour les développeurs. Voilà, fin. Donc, tu as l'impression qu'Android n'est plus central dans leur stratégie, et ça s'est particulièrement vu l'année dernière, où Android n'a pas été mentionné. C'est-à-dire que c'était la première fois depuis le début d'Android qu'il n'y a pas eu le nouvel Android à la Google I.O. Ils ont parlé d'IA et un peu d'IA. C'était vraiment que ça. Je crois que ça a été mentionné plus de 120 fois, le terme AI sur scène, et ils ont complètement oublié Android. Moi, j'avais la chance l'année dernière d'être à la Google I.O. et je leur avais posé la question de mais pourquoi abandonner Android? Et eux, ce qu'ils me disaient, c'est que c'était juste plus la priorité dans la stratégie actuelle, parce qu'Android, finalement, s'améliorait au travers des fonctions Gemini, au travers des Google Play Services, mais que l'écosystème en lui-même était terminé. Donc cette année, on pouvait se demander, est-ce qu'on va avoir du Android 16 à la Google I.O.? Est-ce qu'on va avoir des nouveautés? Et je crois que Google a cassé tout suspense en annonçant qu'une semaine avant, le 13 mai, il allait avoir une conférence qui s'appelle The Android Show, qui allait être consacrée à Android. Donc en gros, la Google I.O., ça sera de l'IA et de l'IA. Ouais. Avec sans doute des lunettes connectées, parce qu'on sait qu'il y aura sans doute une partie importante sur Google XR, qui est le nouvel OS dédié aux masques et aux lunettes, avec un partenariat assez fort avec Samsung, visiblement. Ça va être intéressant de voir. Peut-être qu'on aura d'autres informations sur ces lunettes connectées et le masque de VR. C'est possible. J'espère, en tout cas. Moi, ce qui me fait un petit peu peur avec les confs Google, c'est que souvent, on a l'impression que c'est grand public. En fait, on débarque à The Android Show et on a 1 heure sur les nouvelles API et les SDK développeurs. J'ai un petit peu ça casse un peu l'ambiance. Est-ce qu'on va avoir des vraies démos de nouveautés, ou est-ce qu'on va avoir juste des informations pour les développeurs sur la plateforme et que les nouveautés seront côté intelligence artificielle à l'I.O. Donc voilà, ça fait 2 événements Google en une semaine. C'est beaucoup, je crois que c'est du jamais vu. C'est bien, mais c'est bien dans la stratégie aussi de sortir d'Android d'une conférence qui est quand même très 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 longue, Google I.O. On y passe quelques heures, et finalement de mettre en valeur Android, peut-être en annonçant des fonctionnalités qu'ils n'avaient pas forcément voulu mettre en lumière les années précédentes, mais de le faire de manière très concrète, et peut-être compresser ça sur un show Android de, je sais pas, 1h30, ce qui devrait être suffisant quand même pour faire le tour d'Android 16. Voilà, je pense que c'est peut-être pas plus mal en termes de communication de mettre Android à part et de se consacrer à l'IA, parce qu'on va avoir encore du Gemini, on va encore avoir de nouvelles fonctionnalités, on va encore avoir peut-être probablement du mobile sur des produits qui vont annoncer, et ça serait pas impossible qu'il y ait aussi un partenaire qui se glisse dans la Google I.O. pour annoncer un vrai produit pour le coup. Et puis on peut peut-être, et tu l'as souligné, on peut peut-être avoir de nouveaux produits Google aussi. Non, c'est possible. Alors, souvent, ils présentent, même en avant-première, des produits qu'ils présentent à la rentrée. Moi, c'est plus à ça que je pense, parce que le Pixel 9a a déjà été lancé. Dans le passé, ils ont déjà lancé des Pixel XA, quelque chose à l'I.O. Donc, est-ce qu'ils vont pas montrer le Pixel 10 avec une première image en disant rendez-vous cet été? Et surtout, ils l'avancent de plus en plus à chaque fois. Le petit à petit, ça se décale. Donc, oui, non, c'est possible que ce soit montré. Peut-être qu'il y aura des produits côté maison connectée. C'est vrai que finalement, les enceintes Google Home sont les grands oubliés pour l'instant. De l'IA. Mais d'ailleurs, on ne sait pas trop la stratégie de Google concernant ces produits. Pour l'instant, il y avait une course avec Amazon où il fallait, ils sortaient des enceintes, mais tous les jours, tu avais de nouveaux modèles avec écran, sans écran, etc. Et là, ça s'est calmé. Ça serait intéressant de. Je serais pas étonné que ça revienne, Mais c'est pas possible qu'ils annoncent aussi des objets connectés, parce que quid de l'avenir de Fitbit, de Pixel Watch. Il y a quand même un gros catalogue, mais tant qu'il faudra mettre à jour. Et question toute simple aussi, quand on a un Google Home aujourd'hui, on a quand même une IA qui est assez bête. On a Google Assistant. On a Google Assistant qui est pas beaucoup plus intelligent que Siri ou Alexa première génération. Il serait temps aussi pour Google d'annoncer quelque chose d'un petit peu plus costaud, non? Alors qu'Alexa 2 va être lancé, Alexa Plus, pardon. Enfin Siri, on sait qu'il y aura un Siri 2, pas tout de suite, mais qui est dans le pipe. Un jour. Non, mais ça serait bien qu'il y ait Gemini, tu vois, qui arrive par exemple. Ça serait logique en tout cas. Enfin, ça serait étonnant. Aux États-Unis, je crois qu'Alexa est dominant, mais c'est certainement l'exception. Il n'y a qu'aux États-Unis où les gens sont suffisamment fans d'Amazon pour acheter massivement des enceintes Alexa. Donc, dans tous les autres marchés, les enceintes Google Nest sont loin devant les autres. Ça aurait du sens. Même, je pense à la voiture où Google
alors la voiture, c'est un peu ambivalent parce que ça peut être à la fois la Google I.O. et à la fois au Android Show parce qu'ils mettent Android dans les voitures. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de sortir un vrai assistant vocal pour les voitures qui mettrait une raclée à Tesla et à tous les autres qui ont décidé un petit peu plus fermé. Donc c'est à voir. Google, en tout cas, moi, ça fait des années que je le dis, ça. Je pense que Google est l'entreprise la plus sous-estimée de la Silicon Valley. J'ai un petit peu peur avec les procès, avec les risques de démantèlement qui pourraient un petit peu freiner cette prédiction. Mais Google, finalement, est présent partout. Ils font des voitures autonomes, ils font des modèles d'IA, ils font des téléphones, ils font Android, ils font des applications. Je vois pas, en fait, comment Google ne peut pas être le grand gagnant de cette guerre de l'IA. Certes, OpenAI leur fait un petit peu mal. Surtout, ils ont quand même il y a une question de survie pour eux, parce que, par exemple, sur le Search, qui est leur modèle d'origine, ils sont en train de perdre de l'argent, ils sont en train de se faire dépasser par ChatGPT et compagnie. Ils jouent leur survie sur l'IA, donc ils vont y mettre et les moyens, ils vont surtout trouver des débouchés très rapidement. Et c'est un ingénieur sous pression qui doit élaborer un produit, c'est autre chose que quelqu'un qui gère tranquillement comme pendant les 20 dernières années. C'est ça, mais... En tout cas, je pense qu'ils ont le savoir-faire. Sur Gemini, on s'est tous moqué de Google Bard au début, il y avait de quoi, on s'est tous moqué du premier Gemini, mais là, quand tu vois les dernières versions 2.5 Pro, il y aura sans doute, j'imagine, du Gemini 3 ou des nouveaux modèles à la Google I.O. Bah, en fait, c'est solide. C'est solide, ça réfléchit, ça fait plein de choses. Vous avez vu qu'ils ont mis à jour Notebook LLM aussi, avec la langue française. Ils ont mis à jour Notebook LLM, donc ils peuvent générer des podcasts, donc ça, c'est génial. C'est comme si on pourrait leur envoyer les sujets de notre De quoi je me mêle, dire génère un podcast, et il fait un podcast entre une voix masculine et une voix féminine en train de discuter de nos sujets. Ouais, c'est ça. C'est super. Ils sont les seuls à savoir faire ça aujourd'hui. C'est les seuls à proposer. Nous, on est à la plage où on est au chômage. Ouais, c'est ça. C'est une question de point de vue. Si on est à la plage trop longtemps, c'est qu'à mon avis, on est au chômage. Non, mais c'est vrai. Après, bon, est-ce que c'est qualitatif? Est-ce qu'il y a aussi, enfin voilà, il y a toutes ces questions. Mais Notebook LLM, c'est impressionnant. Vous mettez 2 PDF, 2 actus, vous faites générer ça par l'IA et vous avez deux présentateurs qui vous commandent ça avec une simplicité, c'est dingue. Et sur la génération d'images et la génération de vidéos, ils sont pas mal aussi. Ils sont à suivre. Ils jouent avec OpenAI. Je dirais pas qu'il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre, mais ils sont forts partout. Donc je ne vois pas pourquoi pourquoi la Google I.O. ne serait pas hyper intéressante cette année comme les années précédentes. Et alors, le paradoxe, c'est que malgré tout, Google commence à être un petit peu challengé sur son core business, qui est la recherche. Voilà, parce que depuis 25 ans, on se sert de Google pour rechercher nos informations sur Internet. Ils ont tué tout le monde avec la puissance de leur moteur de recherche. On est d'accord? Oui. L'hégémonie publicitaire, enfin voilà, on ne va pas revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est l'objet du procès que le gouvernement américain leur intente en ce moment. C'est quand même assez costaud, cette histoire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs qui se positionnent là-dessus, typiquement OpenAI avec ChatGPT, qui se lance dans le shopping, Nico. Ouais, dans le shopping, déjà dans le moteur de recherche, ils y sont maintenant. C'est-à-dire que quand tu poses une question à ChatGPT, il y a 2 ans, il te disait désolé, ma base de données s'arrête à 2021, et aujourd'hui, il te répond avec la dernière actualité, et il le fait bien. Donc c'est vrai que sur les moteurs de recherche, ils ont vu Perplexity qui a été le premier à sonner l'alarme finalement en disant voilà, on peut faire un moteur de recherche avec l'IA, et Perplexity a vraiment mis une raclée à Google à son lancement. OpenAI l'a rattrapé, et là maintenant, ils sont en train de voir ChatGPT se lancer sur tout ce qui leur apporte de l'argent. Donc en l'occurrence, le shopping, aujourd'hui, Google, avec Google Shopping, tu veux acheter quelque chose, et ils mettent en avant leurs vignettes, ils mettent en avant leur comparateur de prix, ils te trouvent le meilleur prix sur une offre, et ChatGPT dit on va faire pareil, mais on va faire encore mieux, parce que nous, tu vas poser des questions sur, voilà, là il y a l'exemple de la cafetière, tu dis je cherche une machine à café, j'ai un budget de temps, j'aimerais qu'elle puisse gérer le lait, c'est quoi le meilleur, et ça va te faire une description produit par produit en te disant ce que pensent les testeurs, en te disant ce que pensent les acheteurs, en te faisant des comparaisons sur les prix. Et en fait, l'objectif d'OpenAI, il est simple, je pense que tu vas me rejoindre Damien, c'est que quand tu as une question, que ce soit de l'actualité, acheter quelque chose ou de la culture générale, au lieu de dire tiens, je vais chercher sur Google, tu dis je vais demander à ChatGPT, et c'est dangereux pour Google. C'est clairement ça, la même logique. On regarde autour de nous, les générations un peu plus jeunes, ils ont abandonné Google. En fait, ils ont une recherche à faire, c'est ChatGPT. En shopping, des moments, ils regardent sur TikTok, ils voient une vidéo, ils disent tiens, ça m'intéresse d'acheter cette veste-là. Ils utilisent la version shopping de TikTok. Ça a été aussi le cas sur Instagram. Tous les outils de shopping se déploient sur tous les réseaux sociaux. Ça devait arriver avec les moteurs de recherche. Google ne pouvait pas rester en situation de monopole, c'était juste impossible. Et les gens, en fait, ont pris une nouvelle habitude et forcément, ChatGPT y répond. Et surtout, ChatGPT a une pression supplémentaire. Ils ont des actionnaires qui, à un moment, en veulent
veulent pour leur argent aussi, parce qu'à un moment, il faut qu'ils fassent rentrer de l'argent et on peut pas leur offrir des serveurs et des ingénieurs en permanence du côté de Microsoft sans avoir une rentabilité. Donc à un moment, il faut un modèle économique. On avait vu les premières étapes d'Operator. Là, on voit le shopping qui est un excellent débouché commercial pour eux. Je pense que Google peut commencer à vraiment avoir peur. Et ça va faire mal aussi, je pense concrètement à nous, sur Numérama, où on a des guides d'achat, où on a des journalistes spécialisés qui... Les liens affiliés. Les liens affiliés. Alors là, pour l'instant, il n'y en a pas encore sur ChatGPT. C'est que là, pour l'instant, tout est gratuit. Mais bon, personne ne fait un modèle économique gratuit. Mais voilà, nous, on a quelqu'un, par exemple, chez nous, qui va lire tous les tests, lire tous les articles et va faire des sélections de 4-5 produits en expliquant à qui ça se destine. Et si demain, tu poses la question à ChatGPT et qu'il pompe tous les sites de recommandations et te fait une synthèse en te mettant un lien qui rapporte de l'argent à OpenAI, c'est un vrai bouleversement pour le web. Là où Google avait encore tendance à trop diriger vers quelques sites. Ouais, on se rend compte que ChatGPT OpenAI est en train de bouleverser des secteurs entiers. C'est le nouvel Internet. Je pense que c'est pas juste le nouvel une Internet. fonction, c'est le nouvel Internet. C'est rigolo parce qu'il y a encore quelques années, c'était les réseaux sociaux qui étaient Internet. Et aujourd'hui, c'est l'IA. Ouais, complètement. Tout ça est un peu vertigineux. On se fait une petite pause. Allez, on est à mi-parcours de ce De quoi je me mêle. Toujours Nicolas Lelouch de Numérama, Damien Licata-Caruso du Parisien. On va parler de la bataille des opérateurs dans un instant avec Bouygues qui a mis à jour son offre qui devient une offre quasi imbattable. On va en parler. Revolut qui devient l'opérateur télécom. Enfin, il y a plein de bons sujets. Vous restez là. La suite de ce De quoi je me mêle. Si vous êtes sur YouTube, ça sera le prochain module. Et si vous êtes à la radio, à la télé, vous n'avez rien à faire. Tout arrive. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.